Voilà nettement indiqué, croyons-nous, les premières fluctuations prétendues d'un poète qui, se faisant entraîner par son imagination ardente, par son cœur trop généreux, n'a jamais eu que des paroles respectueuses pour les rois tombés, même lorsqu'il devint l'apôtre de la liberté, le plus illustre représentant de la démocratie. Dans la préface des Voix intérieures, en 1837, il prend du reste soin de s'étudier lui-même et de définir son rôle. Il faut que le poète ait dans le cœur cette sympathique intelligence des révolutions qui implique le dédain de l'émeute, ce grave respect du peuple qui s'allie au mépris de la foule, que son esprit ne concède rien aux petites colères ni aux petites vanités, que son éloge comme son blâme prennent souvent à rebours, tantôt l'esprit de cour, tantôt l'esprit de faction. Il faut qu'il puisse saluer le drapeau tricolore sans insulter les fleurs de lys. Il faut qu'il puisse, dans un même livre, presque à la même page, flétrir l'homme qui a vendu une femme et louer un noble jeune prince pour une bonne action bien faite, glorifier la haute idée sculptée sur l'arc de l'étoile, et consoler la triste pensée enfermée dans la tombe de Charles X. Il faut qu'il soit attentif à tout, désintéressé sur tout, et qu'il ne dépende de rien, pas même de ses propres ressentiments, pas même de ses griefs personnels. Il faut qu'il ait sans cesse à l'esprit ce but sévère, être de tous les partis par leur côté généreux, n'être d'aucun par leur côté mauvais. La puissance du poète est faite d'indépendance. Victor Hugo est constamment préoccupé de cette idée d'indépendance. Il y revient, en 1840, à la première page du recueil intitulé « Les rayons et les ombres ». Il réclame, pour le poète, le droit d'être libre dans sa bienveillance pour ceux qui travaillent, dans son aversion pour ceux qui nuisent, dans son amour pour ceux qui servent, dans sa pitié pour ceux qui souffrent, libre de se pencher sur toutes les misères, libre de s'agenouiller devant tous les dévouements. Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Il voit quand les peuples végètent, ses rêves toujours pleins d'amour sont faits des ombres que lui jettent les choses qui seront un jour. On le raille, qu'importe, il pense. Plus d'une âme inscrit en silence ce que la foule n'entend pas. Il plaint ses contempteurs frivoles et maint faux sage à ses paroles, rit tout haut et songe tout bas. Nous verrons bientôt Victor Hugo, homme politique agissant, mais les citations que nous venons de faire nous semblent concluantes, et cessant de nous appesantir sur l'œuvre lyrique, ce qui n'est point notre mission dans ce livre, nous espérons qu'il apparaît clairement que la grande intelligence dont nous rappelons les actes principaux a toujours été digne d'elle-même. Nous souhaitons à ceux qui l'ont calomniée une semblable fierté, une égale puissance, une même honnêteté. Bientôt donc va se dessiner le rôle politique, mais avant d'esquisser les traits de ce personnage nouveau, il nous faut encore une fois revenir sur nos pas pour examiner un des côtés principaux de la philosophie de Victor Hugo. Nous voulons parler de son opinion nettement arrêtée sur la peine de mort. En 1829 parut un livre intitulé « Le dernier jour d'un condamné », dans lequel sont développées, analysées l'une après l'autre, toutes les souffrances physiques, toutes les tortures morales que doit éprouver un homme condamné à mort pendant les heures qui précèdent son exécution.
Dans une préface ajoutée en 1832 à ce plaidoyer terriblement émouvant et qui fut passionnément lu, on lit ceci: ce que l'auteur a eu dessein de faire, ce qu'il voudrait que la postérité vit dans son œuvre, ce n'est pas la défense spéciale et toujours facile et toujours transitoire de tel ou tel criminel choisi, c'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir. C'est le grand point de droit de l'humanité, alléguer et plaider à toute voix devant la société. C'est la question de vie et de mort déshabillée, dénudée, dépouillée, des entortillages sonores du parquet, brutalement mise au jour et posée où il faut qu'on la voie, et où il faut qu'elle soit, et où elle est réellement, dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non au tribunal, mais à l'échafaud, non chez le juge, mais chez le bourreau. Jamais Victor Hugo n'a rencontré un échafaud sur sa route sans protester au nom de l'inviolabilité de la vie humaine. En 1834, il écrivit Claude Gueux, récit palpitant d'un assassinat excusable, cas particulier assez fréquent où la victime est moins intéressante que le criminel. On sait comment il sauva la vie de Barbès, lequel devait lui écrire plus tard en l'appelant son frère d'exil, le combattant et le martyr du progrès, et le remerciant, comme d'un service personnel, de tout ce qu'il avait fait pour le peuple. En 1848, Victor Hugo, à l'Assemblée constituante, prit la parole sur cette question de la peine de mort. Il dit qu'il ne fallait point que la loi épouvantât la conscience, et qu'après février, le peuple eut une grande pensée. Le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il voulut brûler l'échafaud.